Chapitre 2 de La Bienheureuse, intitulé La monnaie et l'économie. Premier paragraphe. Le droit et l'économie pour tous. Des monnaies datées de la fin du deuxième millénaire avant Jésus-Christ ont été découvertes en Bretagne. Au XXe siècle, il existait toujours des monnaies africaines primitives faites de coquillages. L'invention de la monnaie a permis d'éviter les inconvénients du troc. Le vendeur n'est plus obligé de posséder ce que cherche l'acheteur. La monnaie est un facilitateur des échanges commerciaux et d'évaluation des biens. Elle permet de faire des réserves, de comparer et d'additionner des valeurs de différentes natures dans une même unité de compte. Ces aspects positifs ont été entachés avec l'usure et la spéculation qui permettent de s'enrichir sans produire de biens. De ce fait, la monnaie n'appartient plus à ses utilisateurs et quantité d'États sont inféodés aux nouveaux seigneurs de la finance. La monnaie papier repose sur la confiance qu'on accorde à son émetteur, d'où le qualificatif de monnaie fiduciaire. Ce type de monnaie comprend la monnaie divisionnaire représentée par les pièces de monnaie et les billets de banque, la monnaie scripturale qui est un simple jeu d'écriture, les chèques, les virements, les paiements par carte bancaire, etc. La masse monétaire représente l'ensemble des moyens de paiement dont dispose une nation. La monnaie est devenue la seule unité de comptage des économistes et le dollar demeure la première unité de compte internationale. Simple moyen d'échange au départ, la monnaie est devenue une fin dans les sociétés matérialistes parce qu'elle permet d'accéder à tous les biens et à tous les services, alors que le bonheur ne se mesure pas avec des critères économiques. La particularité du capitalisme est sa foi de charbonnier en une croissance illimitée du capital sur une planète aux ressources limitées. Et quand les ressources deviennent rares, les États n'hésitent pas à avoir recours à la guerre. Ce type d'économie fait fi du bien-être humain et de la nature. C'est la guerre de tous contre tous. Le capitalisme ne s'est pourtant pas emparé du pouvoir par la force, avec une poignée de révolutionnaires armés. Nous lui avons abandonné le pouvoir à grand renfort de lois, de règlements et de dérégulations votées par les parlements nationaux et le Parlement européen. Ces lois sont écrites par des politiciens inconscients ou corrompus qui servent les grands patrons d'industrie et les banques d'affaires qui recherchent la maximisation des profits, coûte que coûte. Le conso-capitalisme n'a pas d'autre objectif que de réduire la femme et l'homme au statut de consommateurs irresponsables. Les connaissances développées par les chercheurs sont récupérées pour développer des technologies et des produits destinés à faire des profits. Les prétendus vaccins anti-Covid-19 qui ont tué des dizaines de milliers de personnes saines en 2020 et 2021 illustrent bien ce type d'économie irresponsable. La spéculation financière sans frontières à très grande vitesse provoque chaque jour la rareté d'un produit ou d'un aliment à des fins de plus-value, quitte à tuer, rendre malades ou affamer des millions de personnes. Tous les engrenages, petits ou grands, les axes, les moindres ressorts de l'économie conso-capitaliste actionnent le mécanisme d'une bombe climatique à retardement que la Bienheureuse propose de désamorcer avec un programme cohérent. Le capitalisme est prédictif sur le très court terme pour réaliser des plus-values, mais il est autiste en matière d'économie réelle parce qu'il est mené par des joueurs. L'écologie, l'économie réelle, la sociologie, la morale, les droits de l'homme, l'humanité et les limites de la planète ne rentrent pas dans les formations des futurs dirigeants qui s'affrontent toute leur vie pour obtenir des honneurs ou accroître leur fortune. La monétisation de la vie n'épargne plus rien. L'être humain est prisonnier d'un mécanisme qui le destine à devenir tel ou tel rouage de la machine qui s'oppose à son humanité et à son bonheur. La collaboration active des consommateurs au capitalisme ou au conso-capitalisme est organisée avec la publicité pour les pousser à se ruer sur tout et n'importe quoi. Dès qu'une personne prend conscience de la manipulation oppressante dont elle est victime, elle est aussitôt traitée de complotiste car les États complices n'ont plus besoin de vrais citoyens.
Les travailleuses et travailleurs sont remplacés par des machines ou des esclaves des pays du Sud, les outils de production et les savoir-faire sont devenus la propriété des patrons, voire des seuls actionnaires qui ont la liberté de fermer ou de délocaliser les entreprises, de spéculer à la bourse plutôt que d'investir pour préserver les emplois ou en créer de nouveaux. L'économie capitaliste prépare des guerres en levant des impôts écrasants pour fabriquer des armes et provoque des crises et des famines avec la spéculation boursière. Les monnaies actuelles ne sont plus indexées sur les métaux précieux. En 2005, un kilo de billets de banque de 500 € représentait une valeur 13 fois supérieure à celle d'un kilo d'or. La confiance des monnaies étatiques est corrélée à la puissance militaire et non aux valeurs humaines ou aux ressources naturelles. L'indexation de la monnaie sur la biocapacité terrestre permettrait d'éviter que les activités humaines détruisent l'écosphère en mettant l'humanité en danger. La Bienheureuse montre que la communauté du travail, qui produit les vraies richesses, n'aurait aucune difficulté à s'affranchir du capitalisme pour mettre le droit et la monnaie au service de la vie et non plus de la destruction. Deuxième chapitre, revenir au franc. Depuis sa formation, l'État français n'a jamais été capable d'administrer ses territoires sans échapper à la corruption de ses clercs et à d'importants déficits monétaires. Au début du XIVe siècle, Philippe le Bel n'a pas cessé de dévaluer les monnaies pour rembourser ses créanciers avec une monnaie dépréciée. Comme les monnaies antiques grecques, la création du franc et du dollar a été motivée pour lever des impôts et financer des guerres. Le Mint Act instaure le dollar en 1792 et les premières coupures papier apparaissent en 1862 pour financer la guerre de sécession. La Réserve fédérale américaine est créée en 1913 et les banques fédérales émettent les premiers billets en 1914. Avant la Première Guerre mondiale de 14-18, la plupart des pays utilisaient des monnaies convertibles en or, ce qui limitait l'émission de papier-monnaie par les banques centrales. Le dollar est devenu la plus importante monnaie de réserve et d'échange au monde et le demeure. La puissance financière, industrielle et militaire des États-Unis d'Amérique entraîne le monde dans sa chute. En 2020, l'euro occupait la 8e position dans le palmarès des 180 monnaies reconnues par l'ONU. La monnaie de la Suisse, ou franc suisse, petit pays au cœur de l'Europe et en dehors de l'Union européenne, était à la 9e place, juste derrière l'euro. Dans les années 1930, la crise économique organisée par le krach boursier d'octobre 1929 propage la misère à très grande échelle, des replis nationalistes, l'antisémitisme et alimente la crainte du bolchevisme pour encourager une économie de guerre avec la fabrication d'armements. En mai-juin 1936, la France connaît un important mouvement de grève et le gouvernement socialiste fraîchement élu accorde de nombreuses avancées sociales aux travailleurs et travailleuses. La couverture or de la monnaie papier passe à 35% avant d'être suspendue en 1939. La Deuxième Guerre mondiale suspend les revendications populaires qui demandent un meilleur partage de la richesse. En 1944, les accords de Bretton Woods rétablissent la convertibilité du dollar en or pour relancer le commerce international et garantir la stabilité des taux de change. Un système de parité fixe entre les monnaies de plus ou moins 1% par rapport à un étalon est introduit, mais le flottement des monnaies encourage le laxisme budgétaire et monétaire des États. Le Fonds monétaire international est créé en 1945 pour combler les déficits de la balance des paiements, mais en pleine guerre du Vietnam, la création excessive de dollars pour combler le déficit américain ne permet plus la convertibilité du dollar en or. En 1971, la République fédérale d'Allemagne demande la conversion de ces dollars en or et les États-Unis sont contraints de suspendre la convertibilité de leur monnaie. Le système des taux de change fixe disparaît en mars 1973 avec l'adoption du régime de change flottant. En octobre 1973, la guerre israélo-arabe du Kippour déclenche le premier choc pétrolier qui met en évidence notre dépendance au pétrole et entraîne une récession économique mondiale qui provoque la faillite du système monétaire international. En 1976, les accords de la Jamaïque légalisent le change flottant en vigueur.
Les banques centrales peuvent continuer à augmenter leur masse monétaire librement. Les droits de tirage spéciaux deviennent le nouvel étalon monétaire international. Les États membres ont désormais le choix entre le change flottant et la parité fixe exprimée en droits de tirage spéciaux. De 1972 à 1973, l'accord de Bâle fait que les pays de la Communauté économique européenne ou marché commun réduisent les marges de fluctuation de leur monnaie. En 1979, le flottement du dollar motive les États européens à mettre en place le système monétaire européen pour stabiliser l'échange entre les monnaies communautaires et favoriser les investissements. Le système monétaire européen interdit aux devises nationales de fluctuer au-delà de plus ou moins 2,25% autour d'un cours pivot. La domination du mark en Europe n'encourageait pas l'Allemagne à la création du système monétaire européen. C'est la chute du mur de Berlin en novembre 1989 qui la pousse à accepter ce projet en échange du soutien de la réunification de l'Allemagne. Pari d'autant plus réussi que l'Allemagne prendra la direction économique de l'Union européenne avec la création de l'euro. Mais l'apparition de la spéculation internationale à très grande vitesse provoque de nouvelles spéculations sur les monnaies européennes à partir de 1992 et les marges de flottement des monnaies passent à plus ou moins 15%. La création de la monnaie de l'Union économique et monétaire européenne, appelée l'euro, est décidée en 1993 par le traité de Maastricht. L'euro est mis en circulation le 1er janvier 1999 pour les transactions financières européennes et est devenu la monnaie courante le 1er janvier 2002. 19 États membres de l'Union européenne ont adopté l'euro et font partie de la zone euro. Il est prévu dans le traité de Maastricht que les États de la zone euro respectent impérativement les critères de convergence suivants. L'inflation ne doit pas excéder de plus de 1,5%, celle des 3 pays de la zone euro où elle est la plus faible. Les déficits budgétaires doivent rester inférieurs à 3% du produit intérieur brut. L'endettement public doit être égal ou inférieur à 60% du produit intérieur brut. Les taux d'intérêt à long terme ne doivent pas dépasser plus de 2% la moyenne de ceux des 3 pays où ils sont les plus faibles. Le pays postulant à l'euro ne doit pas avoir procédé à une dévaluation dans les 2 années précédant son admission. Ces critères maintiennent les taux d'intérêt des États membres proches de ceux de l'Allemagne. Les marges de fluctuation de l'euro et des autres monnaies européennes ont été initialement fixées à plus ou moins 2,25% d'un cours pivot. En période de crise, comme celle de 2008 et 2020, ces critères deviennent très handicapants contrairement aux monnaies hors zone euro qui peuvent être dévaluées pour stimuler la relance économique. En 2008, la Banque centrale européenne a imposé aux pays en difficulté une politique d'austérité qui a consisté à baisser les salaires, les prestations sociales, les dépenses publiques et à brader le secteur public. Les critères de Maastricht poussent à des politiques d'austérité intenables, alors qu'il faudrait soutenir l'investissement en augmentant les déficits publics. C'est pour cette raison que la BCE a fini par supprimer temporairement les critères de Maastricht durant la pandémie Covid-19. L'endettement des États a explosé, l'inflation et les taux d'intérêt sont devenus dangereusement incontrôlables. Le retour à des monnaies locales ou nationales semble indispensable pour restituer la souveraineté monétaire des pays libérés après la Révolution mondiale pacifiste. Il existe des monnaies locales dites alternatives, complémentaires ou fondantes qui appartiennent à leurs utilisateurs. Ces monnaies locales ne présentent pas les inconvénients majeurs précédents. Elles créent du lien social entre les consommateurs et les producteurs et développent l'activité locale avec de bonnes pratiques environnementales. Leur but est de développer des réseaux d'échange vertueux selon une charte d'éco-consommation solidaire. Ces monnaies restent adossées à la monnaie nationale tant qu'elle existe, mais elles sont bénéfiques sur le plan sociétal et pourraient remplacer les monnaies nationales si elles venaient à disparaître. Troisième paragraphe, la monnaie carbone. Introduction. La monnaie peut encore évoluer avec la valeur carbone qui est utilisée pour définir la biocapacité terrestre et l'empreinte écologique. Cette monnaie nous aiderait à respecter les limites de l'écosphère afin de protéger l'espèce humaine.
À cette fin, la cité doit se doter d'une constitution qui fixe des limites aux activités humaines. L'élévation de la température du globe est proportionnelle à l'augmentation des gaz à effet de serre. Nos émissions de gaz à effet de serre ont dépassé la capacité d'absorption des puits de carbone naturels qui séquestrent le gaz carbonique ou CO2. La concentration de CO2 dans l'atmosphère terrestre est passée d'environ 280 parties par million dans les années 1850 à 421 parties par million en 2021. L'humanité disparaîtra si elle ne réduit pas rapidement ses émissions de gaz à effet de serre et ne restaure pas les puits naturels terrestres et océaniques de CO2. Un rappel paru dans Solutions pour le climat et l'humanité est nécessaire pour souligner l'ampleur du désastre écologique qui est complètement évitable. Une voiture thermique à essence génère environ 195 kg de CO2 pour 100 litres brûlés. Un camion brûle 40 litres de gasoil à l'heure en émettant 107 kg de CO2 dans l'atmosphère chaque heure. Les transports thermiques, l'agriculture conventionnelle ou non biologique et les résidences représentent 68,6% des émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être réduites en améliorant notre confort de vie et notre santé. À la pollution atmosphérique s'ajoute un autre inconvénient majeur depuis les années 1980, l'humanité consomme plus de ressources que la Terre ne peut en produire. Selon Global Footprint Network, il en résulte une baisse continuelle de la biocapacité terrestre. En 2020, année de ralentissement de l'économie mondiale à cause de la pandémie Covid-19, l'humanité a moins puisé dans les ressources que les années précédentes, mais le déficit écologique global est reparti à la hausse en 2021. Les pays riches sont les principaux responsables de ce déficit. Nous allons voir que nous savons réduire la pollution pour restaurer la biocapacité globale, restaurer les puits naturels de CO2 et limiter les naissances sans avoir recours à la violence. Les ressources disponibles par individu sur Terre varient selon plusieurs facteurs qui sont la population mondiale, le nombre global d'hectares terrestres et marins, les ressources non renouvelables comme le pétrole, les exportations et importations de produits, le niveau de vie des individus qui occupent ce territoire. Plus le niveau de vie des populations est important, et plus il faut d'hectares bioproductifs et de matières premières pour produire aliments, habillements, habitats, moyens de transport, etc., et absorber la pollution et les déchets produits. Nouveau paragraphe, l'empreinte écologique. Selon les universitaires Mathis Wackernagel et William Rees, qui ont mis au point l'empreinte écologique désigne la superficie de sol bioproductif requise pour soutenir indéfiniment une population humaine et des niveaux de vie donnés pendant un temps illimité. L'évaluation de l'empreinte écologique d'un pays nécessite en gros de connaître les données suivantes. Les superficies marines et terrestres bioproductives converties en énergie ou en joules, représentées par la valeur E. La consommation globale d'énergie en joules de ce pays, représentée par la valeur C. Le nombre d'habitants qui occupent ce pays, représenté par P. Ensuite, on divise C par P pour évaluer l'empreinte E par habitant, puis on calcule la biocapacité B disponible en divisant la superficie bioproductive par la population. On compare ensuite E et B. Si B égale E, la population consomme toute la biocapacité disponible du pays. Si B est supérieur à E, la population consomme moins de la biocapacité disponible du pays. Si B est inférieur à E, la population consomme plus que la biocapacité disponible du pays. En 2016, un terrien moyen disposait de 1,73 hectares globaux et dépensait 2,75 hectares globaux. Le déficit se creuse chaque année, puisqu'en 2020, l'humanité a consommé en 7 mois les ressources que la Terre produit en 12 mois. L'humanité s'asphyxie à petit feu. L'empreinte écologique par personne physique peut se calculer avec un calculateur d'empreinte sur le site footprint.ch. On ne peut pas en dire autant de l'empreinte écologique des entreprises, qui est pour certaines d'entre elles réglementée, mais qui reste inconnue.
Nouveau paragraphe, le marché du carbone. Le marché du carbone a pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre des entreprises via des quotas d'émissions exprimés en tonnes de carbone ou équivalent carbone qui sont délivrés par les gouvernements. Chaque entreprise doit théoriquement respecter ses quotas de CO2 sous peine de s'exposer à de lourdes amendes. Ces entreprises peuvent recevoir ou acheter des permis de polluer et les échanger avec d'autres entreprises. Il existait en 2014 deux plateformes d'enchères des quotas de carbone, une à Leipzig et l'autre à Londres. Pour garantir l'efficacité du système, les entreprises doivent déclarer leurs émissions à une autorité officielle. Ces rapports doivent être validés par une tierce partie indépendante. Les transactions de quotas entre les participants sont suivies à l'aide d'un registre. Des dispositifs de protection sont en place afin de prévenir les risques de fraude ou de manipulation, mais des fraudes ont été décelées. Les acteurs peuvent facilement devenir juges et parties. Ces mesures ne sont pas suffisamment contraignantes pour limiter la pollution. Paragraphe. Principe de la monnaie carbone. La Terre et les territoires disposent d'une biocapacité qui soutient l'existence de leur population. Cette biocapacité représente la valeur sur laquelle on peut indexer une monnaie carbone. La superficie de la Terre est d'environ 51 milliards d'hectares, dont environ 12 milliards d'hectares bioproductifs, terrestres et marins, en 2009, qui représente la réserve de carbone disponible, considérant qu'elle est très insuffisante pour soutenir l'économie des pays industrialisés. Ces derniers doivent donc faire un effort pour baisser drastiquement leur consommation. L'empreinte écologique moyenne d'un individu était de 6,1 hectares dans les pays à revenus élevés, de 2 hectares dans les pays à revenus moyens et de 1,2 hectares dans les pays à faible revenu. Si nous adoptions une empreinte moyenne de 2 hectares dans tous les pays, il faudrait ramener la population mondiale à 6 milliards d'individus. En irriguant les zones désertiques, nous pourrions gagner environ 2 milliards d'hectares bioproductifs et la Terre pourrait porter 7 milliards de personnes. En mars 2020, la population mondiale était estimée à 7,8 milliards. Nous ne sommes pas loin du compte. L'empreinte des animaux de compagnie doit être calculée séparément de l'empreinte de leurs propriétaires et ajoutée à la leur. Un atlas du calcul de l'empreinte des métiers permettra aux chefs d'entreprise de faire les meilleurs choix pour respecter la biocapacité qui leur est allouée. Je pense notamment aux fournisseurs d'énergie, à l'agriculture, au transport et au BTP. Cette vaste réforme doit se faire selon un plan d'ensemble pour ne pas déséquilibrer l'offre et la demande en perturbant l'économie réelle. La monnaie carbone aidera à baisser la démographie mondiale en ajustant le niveau de vie des pays riches et en élevant le niveau de vie des pays pauvres, sans répéter nos erreurs. Il suffira d'abandonner la surproduction et le gaspillage des ressources pour les partager avec le Sud. Les pays du Sud pourront ensuite maîtriser les naissances grâce à l'éducation et à la contraception. La population pourra être ajustée à la biocapacité disponible sans violence, considérant qu'il n'existera plus de publicité qui pousse à la consommation et que les populations désintoxiquées épouseront les vraies valeurs du bonheur. Nous avons vu qu'il existe des quotas de carbone que les entreprises ne doivent pas dépasser. Je propose que le même principe s'applique aux individus et aux États pour ajuster mécaniquement leur consommation à la biocapacité locale et globale disponible, sans évaluation monétaire de la tonne de carbone et sans la possibilité d'acheter des permis de polluer. Chaque année, les biocapacités de chaque territoire et terrestre et leur population seront calculées. La biocapacité allouée sera réduite de 10 à 20% par rapport à la biocapacité disponible pour restaurer la biocapacité mondiale. La valeur carbone allouée à chaque individu localement et le calcul de son empreinte écologique permettra de savoir s'il respecte la biocapacité allouée. Seuls les crédits pourront être échangés localement à celles et ceux qui sont en déficit et échangés globalement entre les États selon le même principe.
Contrairement aux bourses de carbone actuelles, les intéressés ne pourront pas acheter de quotas qui leur donnent des droits de polluer plus que leurs voisins. La Bourse internationale du carbone permettra de rétablir l'équilibre entre les biocapacités disponibles et l'empreinte de la population mondiale et d'équilibrer les empreintes entre les pays excédentaires et déficitaires. L'étiquetage du poids en carbone des produits frais et des biens manufacturés, transport inclus, guidera le consommateur et le producteur. Le code barre et un compte client permettront de calculer les empreintes individuelles autant pour la consommation d'énergie, les services privés et publics et les biens courants de consommation. Ce principe comptable et pédagogique empêchera l'humanité de s'autodétruire en ajustant mécaniquement la consommation à la biocapacité disponible. Une grande campagne pédagogique est à prévoir sur toute la Terre pour sensibiliser les populations à ce sujet et à la notion de bonheur. Je vous remercie pour votre attention. Vive la révolution mondiale pacifiste.